parle des différentes actions menées contre l'insalubrité dans nos villes, dans nos campagnes, mais quels sont les impacts concrets de ces actions? On en parle avec Alain Tossono, journaliste spécialiste des questions environnementales, juste après cet élément témoin. Il est temps d'arrêter parce que notre vie en dépend. Ils sont omniprésents dans l'environnement et menacent fortement notre bien-être. Au carrefour Védocor, les sachets plastiques non biodégradables vivent paisiblement avec les eaux souillées. Sur l'esplanade intérieure du stade Mathieu Kérékou, les habitudes changent petit à petit. Le cadre de vie est salubre et sans sachets plastiques. Il faut reconnaître que depuis que cette loi est sortie et qu'un délai est donné, je pense quand même que même le DG du Stade de l'Amitié nous a conviés à une de ces habitudes. Il faut rendre l'endroit très propre. Ça veut dire que même les sachets sont regroupés quelque part. À l'université d'Abomey-Calavi, la sensibilisation s'intensifie pour amener les étudiants à tourner dos aux sachets plastiques non biodégradables. Depuis quelques années, les autorités de cette université ont déjà interdit l'utilisation des sachets plastiques. C'est déjà un grand pas en avant. Les étudiants le savent, les enseignants le savent, les bonnes dames aussi le savent. Donc cette loi est venue juste pour pouvoir nous encourager dans l'effort que nous faisions dans cette lutte-là. À toutes fins utiles, ce sont les sachets biodégradables et offshore qui sont autorisés à être utilisés pour préserver la biodiversité et l'environnement. Et les sachets biodégradables sont des sachets très tendres, très doux. C'est des sachets qui ne prennent pas de couleur. On ne peut pas teinter les sachets biodégradables. Par contre, les sachets, que ce soit plastique ordinaire ou oxo, sont des sachets qu'on pourra teinter avec de la couleur. Le sachet oxo, c'est un mélange de 90% de polyéthylène et puis 10% d'additifs d'amidon. Et par contre, les sachets biodégradables végétaux, 100% amidon, on n'a utilisé que l'amidon, que ce soit l'amidon du pomme de terre, du manioc ou du maïs pour les produits. Un travail est maintenant opportun auprès du public pour une sensibilisation sur les peines et les amendes quant au non-respect de la nouvelle loi. Vous êtes utilisateur, vous êtes fabricant de sachets non biodégradables, vous êtes passible de peine, d'emprisonnement avec des amendes. La loi est votée et promulguée. Reste à susciter l'adhésion collective afin que cet assainissement de notre cadre de vie soit vécu au quotidien par chaque Béninois. Et nous retrouvons Alain Tossono sur ce plateau, journaliste spécialiste des questions environnementales. Bonsoir. Bonsoir, chers consoeurs. Merci d'être avec nous. Et oui, ça va se passer entre confrères, consoeurs ce soir. C'est un plaisir. Une petite analyse de la gestion des actions menées déjà au niveau national lorsqu'on parle des actions contre l'insalubrité dans notre ville. Votre avis déjà, malgré... Il y a tellement d'actions, hein. Moi je pense déjà, sachets reloués, on a tellement crié, les sachets même ont trop de soucis. Mais est-ce que ça a réellement changé? Ces actions ont eu d'impact? Bon, je pense que on évolue. On ne peut pas dire que c'est le statu quo, parce que comme on l'a suivi tout à l'heure, sur le plan donc, législatif, il y a, le Bénin a rejoint donc, le cercle des pays qui maintenant disposent d'une loi pour lutter contre les sachets plastiques. Nous étions en retard par rapport donc, aux pays de la sous-région. Il reste quand même sur ce plan législatif le code de l'hygiène publique qui souffre encore, parce que lorsqu'on parle de l'insalubrité, il faut voir donc, les déchets solides ménagers dans lesquels vous avez donc, les sachets plastiques, mais vous avez aussi des déchets organiques, les restes de repas et tout ça. Voilà, parce que lorsqu'on parle d'insalubrité, on pense souvent aux sachets plastiques. Oui, ce mais pas que les je pense qu'il n'y a sachets. pas que ça. Donc, il y a tout ce qui... il y a les déchets donc, organiques, les résidus, les restes de repas et tout ça.
Mais aussi, vous avez les déchets liquides, les eaux usées et tout ça. Vous avez les déchets. Mais bon, le procureur a dont tapé. Bon, Oui, la mais- fois passée, ça a jasé un peu. Oui, bon, Tout ça, ça fait partie des actions menées. Oui, ça fait partie des actions parce que lorsqu'il y a la loi, il faut l'appliquer. Maintenant, comment tout ça est organisé? D'abord, il faut bien comprendre que maintenant, il faut changer de paradigme. Aujourd'hui, on considère les déchets comme étant un problème, mais ça devrait être de l'or. opportunités, effectivement. Oui, c'est une opportunité. Ailleurs, déjà, ces déchets peuvent être valorisés. Quand vous prenez les déchets donc, organiques, les restes de repas et autres, vous pouvez faire du compost. Quand vous voyez la ville de Cotonou, la plupart donc, des déchets solides ménagers, en grande partie, ce sont des déchets donc, issus des restes de repas et vous avez beaucoup de sable. Donc plus de la moitié peut être transformé en compost pour mettre à la disposition de nos maraîchers pour que nous puissions consommer des légumes, des légumes faits à base donc, des engrais organiques. Mais vous avez aussi en dehors des sachets plastiques, il y a donc comme je l'ai dit tout ce qui concerne donc les eaux usées. On peut se demander mais même ces déchets qu'on ramasse avec toutes ces initiatives, mais ça finit où? C'est là l'enjeu en fait. Voilà. C'est là l'enjeu et je pense que c'est là où je pense que nos villes aujourd'hui ont beaucoup de difficultés parce qu'en dehors donc de la ville de Cotonou qui dispose donc d'une décharge donc finale qui se trouve sur le territoire de la commune de Ouida, vous avez très peu d'autres communes qui ont déjà un site d'enfouissement de ces déchets-là. Parce que lorsqu'on collecte ces déchets, il faut bien que quelque part qu'on puisse si on ne veut pas leur donner une seconde vie, et si on ne veut pas leur donner une seconde vie, comme je l'ai dit, nous sommes en retard par rapport à la valorisation donc, des déchets. Donc, il faut bien que ces déchets finissent quelque part, mais pas à l'océan, pas dans nos cours d'eau. Vous avez vu l'état dans lequel se trouve notre lagune, la lagune de Cotonou, et aussi tout ce qu'on a comme lac et autres qui reçoivent tout ce qui, donc, tous les déchets donc, qui quittent nos ménages. Donc là-dessus, il faut dire que je crois au lendemain donc, de la décentralisation, lorsqu'on a amorcé la décentralisation, il y a eu un certain nombre d'initiatives. Je veux saluer l'ancien ministre Yankadja, sous lequel on avait institué ce qu'on appelait les journées mensuelles pour l'environnement sain. Et il avait aussi institué une compétition entre les différentes communes où on distinguait chaque année la commune qui était la plus propre. Et à la suite donc, de cette compétition, on offrait un certain nombre d'équipements à ces différentes communes-là. Les communes devraient s'approprier donc ces journées de salubrité. Je pense même à une, je ne sais pas si c'est Dandinou, il y a eu un maire de Cotonou aussi, qui a initié aussi. Oui, ça c'était avant la décentralisation, l'ancien chef de circonscription urbaine. Mais au niveau des communes, ça se fait, mais ce n'est plus, il n'y a pas d'engouement, il n'y a pas la mobilisation qu'il faut. Et je pense que quelque part, c'est parce qu'on n'a pas encore compris que notre environnement est très important. Je crois que, et c'est en ça que j'interpelle donc chaque citoyen qui doit travailler à rendre son environnement sain, parce que tout ça fait que ça affecte notre santé, ça affecte nos conditions donc, de vie. Donc je crois que pour faire le bilan, il faut dire qu'il y a eu des initiatives. Il y a eu beaucoup d'ONG aussi qui mènent des actions pilotes, mais sur le plan national, sur le plan de nos villes, les villes encore peinent à mettre en place, parce qu'il faut mettre en place un dispositif. Seule la ville de Cotonou a réussi avec le projet de gestion des déchets solides ménagers, le projet PGDSM, financé par Oxfam Québec. Ensuite, c'est ça qui a conduit à la construction donc, de la décharge avec l'appui des Canadiens. Mais où aujourd'hui, on peut se féliciter qu'il y a quand même, la filière a été donc dessinée. Vous avez la pré-collecte avec les ONG, mais ensuite vous avez le transfert des déchets au niveau des points de regroupement et des points de regroupement à la décharge finale. Mais maintenant, je crois que l'État a commencé à prendre ses responsabilités, puisque nous avons un grand projet, le projet donc, du Grand Noukoué, qui donc concerne 5 communes, Porto-Novo, Semempodi, Cotonou, Abomey-Calavi et Ouida. Et l'État central entend investir 57 milliards. Donc pour que d'ici, c'est quand même beaucoup. C'est beaucoup. Pour que d'ici 7 ans, on puisse arriver quand même à collecter 90%
et valoriser 60% des déchets donc, au niveau de ces 5 communes. Mais il reste les autres communes. Qu'est-ce qu'on fait des autres communes? C'est bien ça. Et même pour que ce projet-là réussisse, il faudra l'engagement de chaque citoyen. Je crois que sur cette question, on est encore très loin de ce qu'on observe ailleurs. Comme par exemple au Ghana. Vous allez au Ghana à côté. On ne peut pas faire cette comparaison. Oui, mais je pense qu'il faut qu'on en arrive là. Et je crois que toutes ces actions donc, au niveau donc, que le procureur fait et tout ça, ça peut contribuer à discipliner un peu. Il est carrément plus engagé dans l'environnement, on l'a vu dans le week-end. Voilà, aussi. on l'a vu, il a donné l'exemple. Il a donné l'exemple et je crois que ça devrait être... chaque citoyen devrait se mobiliser. Mais je crois qu'au-delà de ça... Mis à part même ça, déjà au niveau étatique, vous avez parlé de ces initiatives, de ces projets-là, mais vous aviez évoqué tantôt cette loi cadre par rapport à l'hygiène. Oui. Mais pour moi, c'est caduc. Oui, c'est vrai, vous avez tout à fait raison. Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir tout ça aussi? Oui, et nous travaillons depuis... malheureusement, vous savez, cette loi a été votée au même moment que la loi portant Code de l'eau en 87. Et la loi portant Code de l'eau a été révisée en 2010, mais on a oublié donc, la loi portant donc, Code de l'hygiène publique qui date de 1987, avant donc, la mise en place donc, des communes, des collectivités locales. Et ça fait qu'aujourd'hui, vous voyez, les collectivités locales, parce qu'on n'a pas révisé cette loi-là, bon, donc on ne peut pas les interpeller parce que, bon, jusqu'à présent, avec cette loi, c'est l'État qui doit mettre en place, par exemple, des toilettes publiques, qui doit donc instaurer un certain nombre de choses. Alors que si cette loi évoluait, donc on allait davantage donc, amener les collectivités locales à prendre en charge donc, intégralement cette, cette dimension-là, pour que dans les grands carrefours, dans les grandes places publiques, que nous ayons des poubelles publiques, que nous ayons donc des toilettes publiques, pour que bon, la ville se sente qu'on ait quand même un bon cadre de vie au niveau de nos villes. Donc c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je crois que sur ce terrain-là, il faut interpeller donc, nos députés, parce que ça fait plusieurs années que ce projet donc, de loi dort donc, à l'Assemblée. Nos députés, on a pensé qu'avec l'ancienne législature, on pourrait l'avoir, on ne l'a pas eu. Mais je pense qu'on doit quand même interpeller davantage donc, cette présente législature pour que nous ayons cette loi portant Code de l'hygiène publique. Et que faites-vous, vous, journalistes environnementalistes, dans ce sens? Mais évidemment, si je vous en parle, c'est que nous avons beaucoup attiré l'attention des uns et des autres sur ça, parce que vous savez, la dernière fois, quand le procureur a commencé à interpeller un certain nombre d'individus, parce qu'on ne peut pas mettre un policier derrière chaque citoyen. Ça, c'est pas possible. Même la police environnementale, les sanitaires ne disposent pas. Le problème, de personnel autant. Et je vous dis que cette loi, par exemple, parle de la police sanitaire. La police sanitaire a été instituée avec cette loi-là, qui est devenue caduque. Et à titre d'expérience, c'est au niveau des 3 villes à statut particulier qu'on a la police sanitaire. Mais aujourd'hui, ils sont en sous-effectif et la question de leur statut cause problème. Et on n'a plus jamais recruté. Donc ça fait qu'ils sont très peu nombreux alors que la population évolue. Il y a d'autres communes, donc aujourd'hui, Abomey-Calavi est presque devenue une commune à statut particulier. Et il y a beaucoup de monde. Donc il faut absolument faire en sorte que cette police sanitaire soit davantage. Parce que dans les missions de la police sanitaire, il y a la mission d'éducation. La mission d'éducation. Donc, ce n'est pas une police qui vient juste pour la répression, pour la sanction. Alors, concrètement, aujourd'hui, pour vous, journalistes spécialistes des questions environnementales, qui a pour devoir d'éduquer, de sensibiliser, d'informer, que reste-t-il concrètement à faire en quelques secondes? Alors, ce qu'il faut faire... Pour qu'on constate réellement l'impact de ces actions-là. Je crois que dans un premier temps, il faut rapidement qu'on ait la loi sur le Code de l'hygiène publique. Ensuite, par rapport donc, aux collectivités territoriales, je pense que il faut, comme je l'ai dit, il faut qu'au niveau même de l'État central et des collectivités locales, qu'on cesse de penser que les déchets constituent un problème. Avec les déchets, on peut fabriquer du compost, on peut valoriser ce qu'on appelle tout ce qu'il y a comme sachet plastique. Aujourd'hui, les gens font des briques pour construire donc, des salles de classe avec. Et on peut créer de l'emploi. Donc, il faut organiser la filière pour pouvoir donc, mobiliser, pour en bénéficier. Oui, mobiliser donc des jeunes, et il faut faire l'éducation au niveau de nos écoles pour que déjà
là, au niveau donc, des enfants, que les gens s'approprient, qu'on ait des enfants qui, déjà très tôt à l'école, deviennent des éco-citoyens. Éco-citoyens. Merci beaucoup. Merci à vous, Alain Tossouno, journaliste spécialiste des questions environnementales. On a eu assez d'informations auprès de vous pour que réellement toutes ces actions menées aient un impact sur notre environnement. Et ce sera tout pour Nature et Bien-être de ce jour.